Dans la lumière douce d'un matin ordinaire, la ville de Saint-Léandre s'éveillait lentement, ses rues bordées de platanes frémissant sous une brise légère. Au cœur de cette bourgade française, où la vie oscillait entre la routine paisible et les murmures d'une société en quête de justice, un supermarché sur l'avenue des Lilas devenait, sans le savoir, le théâtre d'un drame qui allait ébranler la ville. Camille Dubois, une jeune femme noire de 25 ans, étudiante en droit à l'université de Saint-Léandre, poussait la porte vitrée du magasin avec l'assurance discrète d'une personne habituée à naviguer le monde avec dignité. Vêtue d'un manteau en laine gris perle et d'une écharpe en cachemire nouée avec élégance, elle attirait les regards non pas par ostentation, mais par une présence naturelle, une aura de calme et de détermination. Ses cheveux tressés en nattes fines encadraient un visage où brillaient des yeux vifs, pleins d'intelligence. Ce matin-là, son objectif était simple, acheter quelques produits de beauté et rentrer chez elle pour réviser un cours sur la justice pénale. Elle avançait dans les allées, un panier à la main, examinant une bouteille de lotion hydratante avec soin, ignorant que son quotidien allait basculer en un instant. Dans le même temps, Jacques Fournier, un officier de police d'une quarantaine d'années, entrait dans le supermarché. Son uniforme impeccablement repassé et son insigne luisant reflétaient une autorité qu'il portait avec une arrogance mal dissimulée. Jacques n'était pas là pour faire des courses. Il était là pour affirmer sa présence, comme il le faisait souvent dans les lieux publics, convaincu que son uniforme lui conférait un pouvoir absolu. Son regard se posa sur Camille, qui, penchée sur une étagère, lisait les ingrédients d'un produit. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Il s'approcha d'un pas lourd, ses bottes claquant sur le carrelage, et s'adossa à une étagère à quelques centimètres d'elle. « Vous avez l'air d'une star de cinéma, mademoiselle », lança-t-il, sa voix teintée d'un ton condescendant. On dirait une affiche dans une vitrine, intouchable, presque trop parfaite. Camille releva les yeux, son expression impassible mais ferme. « Excusez-moi », répondit-elle d'une voix claire, sans une once de provocation, avant de se détourner pour continuer ses achats. Le sourire de Jacques s'effaça. Il n'était pas habitué à être ignoré, encore moins par une jeune femme qu'il considérait, dans son esprit biaisé, comme devant lui témoigner une forme de soumission. Il se posta devant elle, bloquant son chemin. « Un peu d'attitude, hein ? » « Pas très aimable, » dit-il, son ton durcissant. Camille redressa les épaules, son regard rencontrant le sien sans ciller. « Je ne vous dois pas d'amabilité, » rétorqua-t-elle calmement. « Veuillez me laisser passer. » Ces mots, prononcés avec une dignité inébranlable, heurtèrent de l'ego de Jacques comme un affront personnel. La tension dans l'air s'épaissit, et les quelques clients présents dans l'allée commencèrent à ralentir, leurs regards attirés par l'échange. Parmi eux, Marie-Claire, une caissière d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants tirés en chignon, observait la scène depuis son poste. Elle connaissait Jacques, il passait souvent au supermarché, toujours avec cet air de supériorité, et son instinct lui soufflait que l'incident prenait une tournure inquiétante. Jacques, piqué au vif, posa une main sur la crosse de son arme, un geste délibéré pour intimider. « Surveillez ton ton » grogna-t-il, sa voix assez forte pour attirer l'attention d'autres clients. « Tu ne sais pas à qui tu parles. » Camille, loin de se laisser impressionner, soutint son regard. « Et vous, savez-vous à qui vous parlez » répondit-elle, son calme contrastant avec l'agressivité croissante de l'officier. Elle plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit son téléphone. Jacques plissa les yeux, agacé. « Qu'est-ce que tu fais » aboya-t-il. « J'appelle quelqu'un » dit-elle simplement, portant le téléphone à son oreille. À l'autre bout du fil, une voix grave répondit. « Papa » dit Camille, sa voix toujours posée. « Je suis au supermarché sur l'avenue des Lilas. Un policier me harcèle. Il est armé et il vient de me menacer. » Le visage de Jacques blêmit. Il ignorait tout de l'identité de Camille, ignorant qu'elle était que la fille d'Antoine Dubois, le maire respecté de Saint-Léandre, un homme connu pour son intégrité et son engagement envers l'égalité. À cet instant, Jacques ne voyait en Camille qu'une cible facile, une femme noire qui osait lui tenir tête. Il tenta de reprendre le contrôle, haussant le ton. « Tu crois que ton petit appel va te sauver » ricana-t-il, mais sa voix tremblait légèrement, trahissant une fissure dans son assurance. Autour d'eux,
le magasin s'était figé. Les clients, d'abord curieux, devenaient des témoins. Parmi eux, Amir, un adolescent de 16 ans aux lunettes rondes et aux sweats à capuche, avait sorti son téléphone et filmait discrètement depuis l'allée voisine. Ses mains tremblaient, mais il zooma sur la main de Jacques, toujours posée sur son arme, capturant chaque détail de la scène. Marie-Claire, la caissière, s'approcha prudemment, son tablier froissé serré dans ses mains. « Monsieur Fournier, dit-elle d'une voix douce mais ferme, cette jeune femme ne fait rien de mal. Laissez-la tranquille. » Jacques tourna la tête, furieux. « Retournez à votre caisse, vieille femme. » cracha-t-il. « Ça ne vous concerne pas. » Mais Marie-Claire ne bougea pas, ses yeux empreints d'une détermination tranquille forgée par des années à observer les injustices du quotidien. Amir, de son côté, continuait de filmer, sa vidéo déjà en cours de téléchargement sur les réseaux sociaux. Les murmures des autres clients s'amplifiaient, et plusieurs sortirent leur téléphone, transformant l'incident en un spectacle public. Dehors, le son des sirènes perça l'air, de plus en plus proche. Camille, toujours au téléphone, parlait calmement à son père, décrivant la situation avec une précision d'avocate en devenir. Jacques, sentant la situation lui échapper, tenta une dernière intimidation. « Tu penses que tu peux jouer les malignes » siffla-t-il, se rapprochant d'elle. « Un faux pas, un mot de travers, et je ne me retiendrai pas. » Camille, immobile, répondit d'une voix ferme. « Si quelque chose arrive ici, ce ne sera pas de ma faute. Ce sera parce que vous n'avez pas su vous contrôler. » Ces mots, prononcés sans colère mais avec une autorité naturelle, firent vaciller Jacques. Pour la première fois, il sentit le poids des regards autour de lui, des téléphones braqués sur lui, des murmures qui le jugeaient. Les portes du supermarché s'ouvrirent brusquement, et un homme entra, flanqué de plusieurs officiers. Antoine Dubois, le maire de Saint-Léandre, avançait avec une autorité calme, son costume sombre impeccablement taillé contrastant avec l'urgence de la situation. À ses côtés se tenait Claire Beaumont, la préfète de police, une femme au regard perçant et à la réputation irréprochable. Les yeux d'Antoine se posèrent immédiatement sur sa fille. « Camille, dit-il, sa voix teintée d'une inquiétude paternelle mais contrôlée. « Je vais bien, papa, répondit-elle, son calme intact. Antoine se tourna vers Jacques, son regard dur comme l'acier. « Écartez-vous de ma fille. » Immédiatement. Jacques, désarçonné, ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Son insigne, qu'il portait avec tant de fierté, semblait soudain dérisoire. Il recula d'un pas, sa main s'éloignant de son arme. Claire Beaumont s'avança, son ton glacial. « Officier Fournier, vous êtes relevé de vos fonctions, effectif immédiatement. Remettez votre arme et votre insigne. » Jacques, tremblant, tenta de se défendre. « C'est absurde. Elle m'a provoqué. Je n'ai rien fait de mal. » Mais ces mots sonnaient creux face à la foule silencieuse, au téléphone qui continuait de filmer, à la présence imposante du maire et de la préfète. Avec des mains maladroites, il détacha son insigne et son arme, les tendant à Claire, qui les saisit sans un mot. Les clients, jusqu'alors figés, commencèrent à murmurer. Certains applaudirent discrètement, d'autres échangèrent des regards de solidarité. Marie-Claire s'approcha de Camille, posant une main douce sur son bras. « Vous avez été incroyable, ma petite, » murmura-t-elle. « Quand j'avais votre âge, j'ai vu ma sœur être humiliée par un homme comme lui. Je n'ai rien dit à l'époque. Aujourd'hui, je suis fière de vous avoir vu tenir tête. » Camille esquissa un sourire, touchée par ces mots. « Merci, Marie-Claire. » répondit-elle doucement. Amir, toujours dans l'allée, arrêta son enregistrement et s'approcha timidement. « J'ai tout filmé ?» dit-il, montrant son téléphone. « C'est déjà sur Internet. Les gens doivent voir ça. » Camille hocha la tête, reconnaissante. « Tu as fait ce qu'il fallait, Amir. » Alors que Jacques était escorté hors du supermarché, menottes au poignet, Antoine posa une main sur l'épaule de sa fille.
Rentrons à la maison, dit-il doucement. Mais Camille, en traversant la foule, remarqua les regards des clients. Non pas des curieux, mais des témoins. Ces visages, ces téléphones, ces murmures formaient un chœur silencieux, une promesse que cet instant ne serait pas oublié. Dehors, la vidéo d'Amir se propageait déjà sur les réseaux sociaux, les hashtags « La justice pour Camille » et « Choive Saint-Léandre réveille-toi » commençant à apparaître. Ce qui avait commencé comme une simple course au supermarché venait d'allumer une étincelle qui allait bientôt embraser Saint-Léandre. La vidéo d'Amir, tremblante mais implacable, avait enflammé les réseaux sociaux en quelques heures, transformant l'incident du supermarché de l'avenue des Lilas en un cri de ralliement pour Saint-Léandre. Les images de Camille et Dubois, droite et inébranlable face à l'officier Jacques Fournier, tournaient en boucle sur les écrans, des cafés de quartier au salon cossu de la ville. Les hashtags passage bas justice pour Camille et que Saint-Léandre réveille. Toi grimpaient dans les tendances, et les commentaires fusaient. Certains dénonçaient l'abus de pouvoir, d'autres, plus rares mais bruyants, défendaient Jacques, criant à la provocation. Saint-Léandre, cette ville paisible où les marchés du dimanche et les festivals de musique d'été semblaient en définir l'âme collective, se retrouvait divisée, tiraillée entre indignation et déni. Camille, elle, n'avait pas cherché cet éclat. Assise dans le bureau de son père, Antoine Dubois, maire de la ville, elle fixait la fenêtre donnant sur la place centrale, où les platanes dansaient sous un vent d'automne. Elle n'était plus seulement une étudiante en droit. Elle était devenue, malgré elle, le visage d'une cause bien plus grande. Dans l'intimité de ce bureau aux murs ornés de portraits de figures républicaines, Antoine, un homme aux tempes grisonnantes et au regard pénétrant, brisait le silence. « Camille, es-tu sûre de vouloir affronter tout ça ?» demanda-t-il, sa voix mêlant l'inquiétude d'un père et la gravité d'un élu. Camille tourna la tête, ses yeux reflétant une détermination tranquille. « Papa, je n'ai pas choisi ce combat, mais je ne vais pas me taire. Si je me tais, c'est lui qui gagne. » Antoine hocha la tête, un mélange de fierté et d'angoisse dans le regard. À cet instant, la porte s'ouvrit, et Claire Beaumont, la préfète de police, entra, une tablette à la main. « Monsieur le maire, dit-elle, son ton professionnel mais teinté d'urgence, les médias s'agitent. Ils exigent une déclaration. Et la vidéo. Elle est partout. » Antoine se leva, ajustant sa cravate. « Alors, nous allons leur parler. Organiser une conférence de presse cet après-midi. » Dans les rues de Saint-Léandre, l'atmosphère bouillonnait. Devant la mairie, une foule s'était rassemblée, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Plus jamais ça » et « La police doit protéger, pas menacer ». Parmi eux, Amir, l'adolescent qui avait filmé l'incident, se tenait aux côtés d'un groupe d'étudiants de son lycée. Ses lunettes rondes glissaient légèrement sur son nez alors qu'il parlait avec animation, sa timidité de la veille remplacée par une ferveur nouvelle. « On ne peut pas laisser ça passer », disait-il à une camarade, brandissant son téléphone où la vidéo continuait de générer des vues. Camille n'a rien fait de mal, et ce type a cru qu'il pouvait l'intimider juste parce qu'elle est noire. À quelques mètres, une femme d'une trentaine d'années, Lucie Martin, journaliste indépendante connue pour ses enquêtes incisives, prenait des notes sur son carnet. Lucie, avec ses cheveux bouclés ramenés en un chignon désordonné, et son regard acéré, avait déjà commencé à fouiller le passé de Jacques Fournier. Elle avait découvert des plaintes antérieures contre lui, étouffées par une hiérarchie complaisante. Cette fois, murmura-t-elle à son collègue, ils ne pourront pas balayer ça sous le tapis. À la mairie, la salle des conférences était pleine à craquer. Les journalistes, caméra à l'épaule, se pressaient contre les cordons de sécurité, tandis que des habitants, jeunes et vieux, occupaient les chaises alignées. Camille se tenait aux côtés de son père, vêtu d'une robe bleu marine simple mais élégante, ses nattes soigneusement relevées. Claire Beaumont, en uniforme, se plaça à droite d'Antoine, son visage impassible mais déterminé. Lorsque le maire s'avança vers le pupitre, le silence s'installa, lourd d'attente. « Mesdames et messieurs » commença Antoine, sa voix résonnant avec une autorité mesurée. « Ce qui s'est passé hier dans un supermarché de notre ville est inacceptable. Une citoyenne, ma fille, Camille Dubois, a été harcelée et menacée par un officier de police, Jacques Fournier, sans aucune raison valable. Cet acte n'est pas un incident isolé,
mais le symptôme d'un mal plus profond. Il marqua une pause, laissant ces mots pénétrer la salle. Nous ne tolérerons pas l'abus de pouvoir. Une enquête indépendante est en cours, et des réformes seront mises en place pour garantir que la police serve tous les citoyens, sans distinction. Les questions fusèrent, certaines agressives, d'autres empathiques. Un journaliste demanda si Camille avait « provoqué » l'officier, ce à quoi Antoine répondit d'un ton ferme. « Ma fille faisait ses courses. » Si faire ses courses est une provocation, alors nous devons tous revoir ce que signifie vivre en société. Camille, jusque-là silencieuse, demanda à prendre la parole. Elle s'avança, son regard balayant la salle. « Je n'ai pas demandé à être un symbole. » dit-elle, sa voix claire et posée. « Mais je refuse d'être une victime. Ce qui m'est arrivé n'est pas juste mon histoire. C'est l'histoire de trop de gens qui sont jugés, menacés, à cause de leur apparence. Si ma voix peut changer cela, alors je parlerai. » Un murmure d'approbation parcourut la foule, et Amir, dans le fond de la salle, esquissa un sourire, son téléphone enregistrant chaque mot. Mais la tempête ne s'arrêtait pas là. Dans l'après-midi, Camille reçut un message anonyme sur son téléphone, « Reste à ta place, ou tu le regretteras. » Elle le montra à son père, qui serra les mâchoires mais garda son calme. « Nous allons renforcer ta sécurité, » dit-il. Camille secoua la tête. « Non, papa. Je ne vais pas me cacher. Ils veulent me faire taire, mais je ne leur donnerai pas ce plaisir. » Cette détermination, forgée dans l'épreuve, galvanisa ceux qui l'entouraient. Ce soir-là, une réunion communautaire fut organisée dans un centre culturel de Sainte-Léandre. Camille y participa, à la demande de Marie-Claire, la caissière du supermarché, qui avait insisté pour qu'elle s'adresse aux habitants. La salle, décorée de fresques colorées rappelant l'histoire ouvrière de la ville, était pleine. Des familles, des étudiants, des retraités écoutaient, captivés, alors que Camille partageait son expérience. « J'avais peur, » admit-elle, sa voix douce mais ferme. « Pas seulement pour moi, mais pour ce que cet instant signifiait. Si un policier peut menacer une femme dans un supermarché, qui est en sécurité ? » Parmi les auditeurs, une femme d'une soixantaine d'années, Madame Lefebvre, se leva. « J'ai grandi dans une France où l'on nous disait de baisser la tête face à l'autorité, » dit-elle, ses mains tremblant légèrement. « Vous, Camille, vous nous montrez qu'on peut lever la tête. Merci. » Des applaudissements éclatèrent, et Amir, assis au premier rang, leva son poing en signe de soutien. Lucie Martin, présente dans la salle, prit des notes frénétiques, déjà en train d'écrire un article qui révélerait les antécédents de Jacques Fournier, 3 plaintes pour comportement inapproprié, toutes classées sans suite. Son article, publié le lendemain dans un journal local, attisa encore plus l'indignation, obligeant la préfecture à accélérer l'enquête. Pendant ce temps, Jacques Fournier, suspendu et confiné chez lui, engagea un avocat médiatique, Maître Dupont, connu pour défendre des causes controversées. Dans une interview télévisée, Dupont tenta de peindre Jacques comme un policier sous pression, victime d'une « chasse aux sorcières ». Mais ses arguments s'effritaient face aux images claires de la vidéo d'Amir, qui montrait Jacques menaçant Camille sans provocation. Sur les réseaux sociaux, les habitants de Sainte-Léandre partagèrent des témoignages similaires, révélant un schéma de comportement chez certains officiers. Une manifestation pacifique s'organisa devant la mairie, menée par des étudiants, avec Amir en tête, brandissant une pancarte « La justice commence par l'écoute ». La foule, diverse et unie, chantait des slogans tirés des chansons de protestation françaises, rappelant les grandes heures de mai 68. Dans le bureau d'Antoine, une discussion tendue avait lieu avec Claire Beaumont. Certains officiers résistent aux réformes, admit Claire, son visage marqué par la fatigue. Ils disent que c'est une attaque contre la police. Et c'était ce dit ça. Antoine, les mains croisées, répondit, ce n'est pas contre la police, c'est pour la police. Pour qu'elle soit digne de la confiance des citoyens. Claire hocha la tête, consciente que l'incident avait révélé des failles profondes. Elle promit de mettre en place un comité de surveillance citoyenne, une idée soutenue par Camille et lors de leur discussion. Les gens doivent avoir leur mot à dire, avait insisté Camille. Bon sinon. Rien ne changera. Alors que la nuit tombait sur Sainte-Léandre,
Camille rentra chez elle, épuisée mais résolue. En ouvrant son ordinateur, elle vit que la vidéo d'Amir avait atteint des millions de vues, partagée par des associations, des artistes, et même des élus d'autres villes. Un message d'Amir lui parvint: « Camille, t'es une héroïne. On continue ?» Elle sourit, tapant une réponse rapide: « Oui, Amir. On continue. » L'incident du supermarché n'était plus seulement une histoire locale. Il devenait un appel national, un défi à une société qui devait choisir. Se taire ou se lever. Et Camille, avec le soutien d'Amir, de Marie-Claire, de Lucie et de tant d'autres, savait que ce combat ne faisait que commencer. Le tribunal de Sainte-Léandre, un bâtiment néoclassique aux colonnes imposantes, était devenu le centre névralgique de la ville, un lieu où le destin d'une communauté semblait suspendu. La salle d'audience, bondée de journalistes, de citoyens et de caméras, vibrait d'une tension palpable. L'affaire de Jacques Fournier, l'officier de police qui avait menacé Camille Dubois dans un supermarché de l'avenue des Lilas, n'était plus seulement un scandale local, elle avait capturé l'attention de toute la France. Les chaînes nationales retransmettaient les débats en direct, et les réseaux sociaux bruissaient de discussions, certains saluant la quête de justice, d'autres dénonçant une prétendue « chasse aux sorcières ». Camille, au centre de cette tempête, se tenait droite à l'entrée du tribunal, vêtue d'un tailleur noir sobre, ses nattes tressées avec soin, son regard calme mais résolu. Elle n'était pas là pour chercher vengeance, mais pour exiger vérité. À ses côtés, son père, Antoine Dubois, maire de Saint-Léandre, posait une main rassurante sur son épaule. « Tu es prête ?» murmura-t-il. Camille hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. « Je l'ai toujours été. » À l'intérieur, la salle d'audience était un théâtre de contrastes. D'un côté, Jacques Fournier, désormais sans uniforme, assis à côté de son avocat, Maître Dupont, un homme au costume impeccable et à l'éloquence théâtrale. Jacques, jadis si arrogant, semblait diminuer, son regard fuyant les caméras braquées sur lui. De l'autre côté, à la table de l'accusation, se tenait Sophie Lefebvre, une procureure d'une quarantaine d'années, connue pour sa rigueur et son intégrité. Ses lunettes cerclées d'acier et son ton posé dissimulait une détermination féroce. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix résonna avec une clarté qui imposa le silence. « Ce procès, commença-t-elle, adressant le jury, n'est pas seulement celui d'un homme. C'est celui d'un système qui, trop longtemps, a fermé les yeux sur les abus de pouvoir. Jacques Fournier n'a pas agi pour protéger, mais pour intimider. Il a vu en Camille Dubois non une citoyenne, mais une cible, à cause de la couleur de sa peau. » Elle présenta les preuves, la vidéo d'Amir, devenue virale, les images de la caméra corporelle de Jacques, et les témoignages des clients du supermarché, dont celui de Marie-Claire, la caissière, qui décrivit avec émotion l'arrogance de l'officier. Lorsque Camille monta à la barre, un silence absolu envahit la salle. Elle raconta l'incident avec une précision d'avocate, sa voix ne vacillant jamais. « Je faisais mes courses, » dit-elle, ses yeux balayant les jurés. « Je n'ai enfreint aucune loi, je n'ai provoqué personne. Pourtant, cet homme a décidé que je ne méritais ni respect ni sécurité, simplement à cause de mon apparence. J'ai eu peur, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui pourraient être à ma place demain. » Son témoignage, dépourvu de colère mais chargé de vérité, ébranla la salle. Maître Dupont tenta de la déstabiliser, suggérant qu'elle avait peut-être mal interprété les intentions de Jacques, qu'il était sous pression. Camille répondit avec une clarté tranchante: « La pression n'excuse pas l'abus. La peur n'autorise pas à menacer une civile désarmée avec une arme. » Un murmure d'approbation parcourut les rangs du public, et même certains jurés hochèrent la tête. Après des jours de débat, le jury rendit son verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation, dont harcèlement, menace avec arme et abus d'autorité. Le juge, une femme aux cheveux gris et au regard sévère, prononça la sentence: 2 ans de prison ferme et une interdiction à vie d'exercer dans les forces de l'ordre. Lorsque le marteau du juge retentit, un soupir collectif traversa la salle, suivi d'un applaudissement discret, non pas de triomphe, mais de reconnaissance que la justice, cette fois, avait parlé. Dehors, une foule s'était rassemblée, brandissant des pancartes et scandant le nom de Camille. Parmi eux, Amir, l'adolescent qui avait filmé l'incident, pleurait de joie,
sa pancarte « La justice commence par l'écoute » brandie fièrement. Lucie Martin, la journaliste, était là aussi, son article déjà prêt à être publié, intitulé « Camille Dubois, quand une voix change une ville ». Dans les jours qui suivirent, Claire Beaumont, la préfète de police, tint une conférence de presse devant la mairie. Flanquée d'Antoine, elle y annonça des réformes ambitieuses. Des formations obligatoires et contre les préjugés raciaux pour tous les officiers, la création d'un comité de surveillance indépendant incluant des citoyens, et un programme de recrutement visant à diversifier la police. Ce qui s'est passé dans ce supermarché ne doit jamais se reproduire, déclara-t-elle, son ton ferme mais empreint d'espoir. La police est là pour servir, pas pour dominer. Derrière elle, Antoine ajouta « Ces réformes ne sont pas une punition, mais une promesse. Une promesse que Saint-Léandre sera une ville où chacun se sentira en sécurité. » La foule applaudit, et dans les rangs, Marie-Claire, la caissière, essuya une larme, pensant à sa sœur, qui n'avait jamais obtenu justice. Camille, quant à elle, ne cherchait pas les projecteurs. Mais les projecteurs la trouvèrent. Une invitation arriva d'un lycée de banlieue parisienne, où une professeure, Madame Dubois, aucun lien de parenté, avait vu la vidéo d'Amir et souhaitait que Camille s'adresse à ses élèves. Dans une salle de classe aux murs couverts d'affiches sur les droits humains, Camille parla à une trentaine d'adolescents, dont Aïcha, une jeune fille de 15 ans aux yeux brillants. Vous savez. Commença Camille, assise sur le bord d'un bureau, je ne voulais pas être un symbole. Mais ce jour-là, au supermarché, j'ai compris que se taire, c'est accepter l'injustice. Parler, même quand on a peur, c'est ce qui fait avancer les choses. Aïcha, timidement, leva la main. Madame, dit-elle, j'ai toujours cru que ma couleur de peau me rendait invisible. Mais en vous voyant, j'ai envie d'être vue. Camille sourit, touchée. Après la séance, Aïcha lui tendit une lettre manuscrite. Merci de m'avoir montré qu'on peut être forte, même sans crier. Camille garda cette lettre, la glissant dans son sac comme à un trésor. De retour à Saint-Léandre, Camille collabora avec Amir sur une campagne de sensibilisation, Écouter pour changer, qui encourageait les jeunes à partager leurs expériences d'injustice. Lors d'un événement communautaire, ils projetèrent des témoignages vidéo, dont un de Marie-Claire, qui raconta comment l'incident l'avait poussée à parler de sa propre histoire. La campagne, soutenue par Lucie Martin, gagna une portée nationale, inspirant des initiatives similaires dans d'autres villes. Un soir, alors que Camille traversait la place centrale de Saint-Léandre, elle s'arrêta devant une nouvelle statue, érigée là où s'étaient tenues les premières manifestations. Une silhouette de bronze, une femme debout, main tendue, portait une inscription « La justice ne crie pas, elle agit ». Camille lut ces mots, un sourire discret aux lèvres. Elle n'avait pas assisté à l'inauguration, préférant rester chez elle, partageant un thé avec sa mère dans leur cuisine chaleureuse. Mais en voyant un enfant déposer une fleur au pied de la statue, elle murmura « Chaque pas compte, si nous ouvrons la voie ». Des mois plus tard, Saint-Léandre n'était plus la même. Les formations contre les préjugés, bien que rencontrant des résistances initiales, devinrent un pilier de la police locale. Certains officiers, autrefois silencieux, commencèrent à s'engager dans des dialogues avec les habitants, organisant des ateliers dans les écoles. Camille, désormais bénévole dans un lycée local, enseignait le droit civique, transformant sa classe en un espace où chaque élève, comme Aïcha, se sentait écouté. Une après-midi, en passant par le parc où les premières pancartes avaient été brandies, elle remarqua une inscription sur un banc, gravée à la main, « Ce n'est pas le cri, c'est l'écho ». Elle sourit, comprenant que ce qui change une société n'est pas la colère éphémère, mais la mémoire d'une communauté assez courageuse pour se souvenir, confronter et avancer. L'histoire de Camille ne s'arrêta pas à Saint-Léandre. Dans des salles de classe à travers la France, son nom devint synonyme de courage tranquille. À l'Assemblée nationale, des députés citaient son discours lors de débats sur la réforme de la police, plaidant pour une justice préventive plutôt que réactive. Camille, elle, continuait sa vie simple, prenant un café dans son bistrot préféré, marchant dans les rues bordées de platanes, discutant avec ses proches. Mais elle savait que quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement Camille Dubois, étudiante en droit. Elle était une voix, un écho,
un rappel que la dignité ne se gagne pas par un titre, mais par le courage d'exiger le respect là où il est nié. Et à mesure que son histoire se répandait, portée par des gens comme Amir, Marie-Claire, Lucie et Aïcha, la France entière apprenait à écouter, à parler, et à croire en un avenir où la justice ne serait plus un rêve, mais une réalité sculptée par des actes. L'histoire de Camille et Dubois, confrontée à l'injustice dans un supermarché de Sainte-Léandre, résonne comme un miroir des luttes quotidiennes pour la dignité et l'égalité. Cette jeune femme, par son courage tranquille et sa détermination à ne pas se taire, incarne une valeur profondément ancrée dans la culture française, la défense des droits humains, héritée des idéaux de la Révolution. Son refus de plier face à l'intimidation de Jacques Fournier, malgré la peur, m'a profondément touché. Elle ne crie pas, elle agit, et son action rappelle que la justice n'est pas un don, mais une conquête. Ce qui frappe, c'est la force collective qui émerge. Amir filme, Marie-Claire intervient, Lucie enquête, et la communauté se mobilise. Cette solidarité, si précieuse dans la tradition française du vivre ensemble, montre que le changement naît lorsque chacun prend sa part de responsabilité. L'histoire m'enseigne que le silence face à l'injustice est une forme de complicité. Dans la vie quotidienne, cela signifie oser parler, même dans les petites situations, un commentaire déplacé au travail, une discrimination dans un espace public. Comme Camille, nous devons cultiver une dignité qui ne dépend pas de l'approbation d'autrui, mais de notre propre conviction. La France, terre de débat et de liberté, nous invite à écouter les voix marginalisées et à agir avec empathie. Une autre leçon est l'importance de l'éducation. Camille, en enseignant, montre que transmettre des valeurs d'équité aux jeunes est un levier pour un avenir meilleur. Appliquer cela, c'est s'engager dans nos communautés, soutenir des initiatives locales, et ne jamais sous-estimer l'impact d'un geste, même modeste. Cette histoire n'est pas qu'un récit, c'est un appel à agir. Si vous êtes touché par le courage de Camille, likez cette vidéo pour amplifier son message. Partagez-la pour inspirer d'autres à se lever contre l'injustice. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires qui éveillent les consciences. Et laissez un commentaire. Quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui pour faire avancer la justice dans votre entourage? Ensemble, faisons de chaque écho un pas vers un monde plus juste.